Notre invité ce matin, Marisol Touraine, ministre de la Santé, des Affaires sociales et des droits des femmes. Marisol Touraine, bonjour. Bonjour, merci d'être Bourdin. avec nous. Ce matin, j'ai une première question sur l'état de santé de l'infirmière de Médecins sans frontières contaminée au Libéria par le virus Ebola. Quel est son état de santé? Il est stable. Cette jeune femme est hospitalisée à l'hôpital Bégin, qui est un hôpital de la région parisienne. Elle est prise en charge dans les meilleures conditions possibles. Elle a bon moral et c'est important parce que cela fait aussi partie en quelque sorte du traitement. Elle reçoit des traitements expérimentaux. Vous confirmez, oui. Oui, qui ont été autorisés, que j'ai autorisés la semaine dernière, précisément pour lui permettre d'être soigné. Qui avait déjà été administré à d'autres patients occidentaux? Oui, pour certains. Américains notamment. Et en tout cas, les médecins choisissent le traitement qui leur paraît le mieux adapté à sa situation, mais cela relève évidemment du secret médical. Est-ce qu'elle est hors de danger? Son état est stable et il est trop tôt pour se prononcer aujourd'hui. Les médecins sont optimistes? Les médecins disent que la situation est stable, qu'elle a bon moral, qu'elle est une patiente engagée qui permet au traitement d'être administré dans de bonnes conditions. Il y a d'autres Français qui ont été affectés par le virus Ebola? Non. Et je suis extrêmement claire, d'autant que vous pouvez imaginer, Jean-Jacques Bourdin, qu'après cet épisode, il y a eu beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup d'interrogations. Il y a un système d'alerte mis en place qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les établissements de santé, les médecins libéraux sont prévenus de la procédure à suivre si jamais ils avaient un doute. Et des doutes, il peut y en avoir. Aujourd'hui, aucun des cas sur lesquels nous avons pu avoir des doutes n'a été confirmé. Je vous le dis de la manière la plus claire qui soit. Aucun Français, aucune personne sur le territoire français n'a le virus Ebola, à l'exception de cette jeune femme qui est aujourd'hui hospitalisée. Cette jeune femme qui n'est pas donc encore hors de danger. On est bien d'accord. Je ne suis pas en mesure de dire cela aujourd'hui. Bien. Le tabac. Les paquets de cigarettes, on va revenir dans le détail sur ce que vous avez annoncé hier. Les paquets de cigarettes seront standardisés. Même forme, même taille, même couleur, même typographie. On est bien d'accord? Oui. C'est cela? Avec la marque en bas du paquet? Vous n'avez pas apporté un paquet? Je n'ai pas apporté un paquet neutre, je l'ai montré hier à la conférence de presse, j'aurais pu l'apporter, mais c'est un paquet australien, puisque l'Australie a mis en place des paquets neutres, l'Angleterre et l'Irlande en Europe ont fait savoir qu'ils allaient mettre en place des paquets neutres. C'est donc un mouvement qui s'engage, mais pourquoi est-ce que j'ai souhaité prendre tout un ensemble de mesures? Alors attendez, j'ai une remarque à vous faire, pardon Marisol Touraine, mais l'Australie est une île, l'Angleterre est une île, l'Irlande est une île. Voilà des pays qui sont moins sensibles que nous à la contrebande et à la possibilité d'aller acheter son paquet de cigarettes à la frontière dans un autre pays européen, par exemple. Mais quel est le plan que je porte? Quel est son objectif? Quelqu'un qui veut absolument fumer, je ne l'empêcherai pas de fumer. Et ça n'est pas mon objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que des jeunes ne tombent pas dans le tabac. Il n'est pas supportable de voir qu'un jeune de 17 ans sur 3 fume tous les jours. Et de l'autre côté, il y a plus d'un fumeur sur 2 qui dit vouloir arrêter et ne pas y arriver. Celui-là, je veux l'aider. Et donc, la cible, en quelque sorte, c'est précisément tous ces gens qui ne sont pas à l'aise avec le tabac et qui veulent être soutenus et accompagnés. Les autres, le jour où ils choisiront d'arrêter, eh bien, nous serons là pour les soutenir. Mais il n'est pas supportable que dans notre pays 200 personnes meurent du tabac chaque jour. Vous imaginez si un avion tombait chaque jour, on en parlerait quand même de façon assez sérieuse. Et là, c'est une mort silencieuse qui se produit. 73 000 personnes par an. Et alors pourquoi ne pas interdire la vente de cigarettes, simplement? C'est ce que disent beaucoup de fumeurs qui disent bon, alors interdisons la vente de cigarettes, interdisons la vente d'alcool, interdisons tout ce qui fait mal pour la santé. Mais il ne s'agit pas d'être dans une logique d'interdiction de tout, simplement de faire en sorte que le réflexe tabac disparaisse et qu'il n'y ait plus le sentiment que le tabac c'est la liberté alors qu'on sait bien que c'est le contraire de la liberté. Donc ce plan, c'est toute une série de mesures, notamment en direction des plus jeunes. Vous avez cité le paquet neutre, on a des résultats.
en Australie, parce que j'ai entendu dire qu'au fond, ça ne servirait pas à grand chose. Mais le paquet est à 17 € en Australie. Oui, mais le paquet de cigarettes est à 17 €. Alors ça mais il n'est pas passé à 17 € du jour au lendemain. Il est à 17 le paquet neutre. Mais à partir du moment où l'Australie a mis en place le paquet neutre, dans l'année qui a suivi, 3,5% de fumeurs de moins dans le pays. L'entrée dans le tabac a reculé. Le nombre de jeunes entre 15 et 25 ans qui fument a diminué. Et le nombre d'appels au service d'aide, l'équivalent du 3989 en France. Si vous avez envie de vous faire aider, vous appelez le 3989. Eh bien, le nombre de gens qui ont appelé l'équivalent australien du 3989 a augmenté de façon spectaculaire. Donc, ce sont des résultats qui sont très positifs. Mais donc, la marque sera visible toujours au même endroit sur les paquets. La marque est inscrite en bas du paquet, mais elle est écrite de manière standardisée et les avertissements sanitaires sont plus importants. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez la mort des buralistes? Mais je ne veux pas du tout la mort des buralistes. Mais c'est la mort des buralistes, non? Mais est-ce que il n'y a plus de buralistes en Australie. Jean-Jacques Bourdin, oui. Est-ce que on peut accepter qu'il y ait 73 000 personnes qui meurent chaque année, que cela coûte 18 milliards d'euros à la sécurité sociale, 45 milliards au pays si on compte l'ensemble du coût social du tabac, 18 milliards d'euros à la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut accepter que un fumeur sur deux meurt? Moi, c'est ça mon sujet. Je suis ministre de la Santé. Donc les buralistes, peu importe, leur avenir professionnel, peu importe. Mais non, mais ils sont sacrifiés. Est-ce que vous les sacrifiez? Pas du tout, Jean-Jacques Bourdin. C'est pour cela que qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur dites? Des contrats d'avenir ont été signés. Je me mets à leur place. Des contrats d'avenir. C'est leur avenir professionnel qui est en jeu. Des contrats d'avenir ont été signés avec les buralistes. Et nous disons, regardons, ça c'est du ressort de Bercy, regardons la nature des produits qui peuvent être vendus par les buralistes, l'évolution de l'activité. Et ils sont d'ailleurs engagés dans une évolution de leur activité pour proposer d'autres services. Mais moi, je ne peux pas accepter qu'on me dise vous devez fermer les yeux sur le fait qu'un fumeur sur deux meurt dans ce pays. Mais Marisol Touraine, est-ce que vous n'encouragez pas... personne ne peut le supporter, Est-ce que vous n'encouragez pas le trafic, la contrefaçon? Pourquoi? Parce que celui qui est habitué à fumer un paquet d'une marque de cigarettes, si on lui propose ce paquet en contrebande à la sortie du métro, à la terrasse d'un café, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préférer acheter ce paquet plutôt que d'acheter un paquet neutre, non? Celui qui veut absolument fumer, il achètera le paquet. Je ne crois pas que celui qui n'a aucune intention d'arrêter de fumer et qui fume soit dissuadé par le paquet neutre. Ça, nous n'avons aucun élément nous permettant de dire que le paquet neutre va empêcher le fumeur habituel et qui n'a pas l'intention d'arrêter d'aller acheter son paquet. L'objectif, c'est que celui qui a envie d'arrêter soit heurté par ces images-là et que le jeune que les jeunes n'entrent pas dans la spirale du tabac. Et c'est pour cela que nous prenons tout un ensemble de mesures, parce qu'une mesure à elle seule ne suffit pas. Mais vous savez, il n'y a pas de mesure miracle en matière de lutte contre le tabac. Je vais revenir sur les autres mesures, évidemment, Marisol Touraine. Mais pourquoi ne pas instaurer le prix du paquet de cigarettes, ne pas mettre le paquet à 15 € par exemple? Pourquoi ne pas fortement augmenter le prix? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Le choix qui a été fait, c'est d'avoir un plan qui s'appuie sur plusieurs mesures et qui donne une dynamique et qui ne viennent pas pénaliser nécessairement ceux qui sont les plus modestes, qui sont des fumeurs, comment dire, enracinés, si j'ose dire, et qui ne sont pas dans une démarche d'arrêter. On ne peut pas tout faire en même temps. Les plus modestes peuvent crever du tabac, quoi. Non, parce que je pense que modeste ou pas modeste, si vous avez envie d'arrêter, vous pouvez appeler le 3989. Le paquet neutre s'adresse à vous et l'ensemble des... Et je prends dans ce plan une mesure. On va augmenter par 3 le soutien pour le remboursement du sevrage tabagique, par exemple, les 20-30 ans. Les patchs. Non, pas simplement pour les 20-30 ans, y compris pour les personnes qui sont soit malades d'un cancer, soit qui sont modestes et qui ont une complémentaire santé avec la CMU. Donc, il y a là, en direction des personnes modestes, qui sont une de mes préoccupations, des actions spécifiques. Parce que qui est-ce qui fume le plus dans ce pays? Les femmes. Les femmes enceintes, est-ce que vous trouvez normal que dans notre pays, que la France soit le pays dans lequel les femmes enceintes fument le plus? Alors quoi, vous allez interdire aux femmes enceintes de fumer? Non, mais on va mettre sur les paquets de cigarettes un petit logo pour leur rappeler que quand on est enceinte, on arrête de fumer. Vous interdisez
à une personne qui est au volant de sa voiture, de fumer alors qu'il a des enfants dans la voiture, au volant ou passager, et vous n'interdisez pas aux femmes enceintes? On interdit à un enfant de moins de 12 ans. Non, mais on interdit à un adulte vis-à-vis d'un enfant. Une femme enceinte, elle est adulte. Et l'adulte qui est au volant, il est responsable aussi, non? Pour son enfant. Oui, mais il y a des enfants. Donc on prend des mesures d'interdiction pour protéger les enfants. Mais est-ce qu'elle est utile, cette mesure d'interdiction? C'est une mesure de bon sens. N'est-ce pas de la responsabilité des uns et des autres? Oui, mais c'est du bon sens. Et parfois, il est utile de rappeler le bon sens. Et d'ailleurs, nous avons lancé des enquêtes d'opinion pour savoir quelles étaient les mesures qui étaient susceptibles d'être bien accueillies. Parce que vous savez, un plan de prévention, parce qu'il s'agit de faire de la prévention de santé, un plan, il doit être accepté. Et les études que nous avons lancées montrent qu'il y a un soutien massif à un plan contre le tabac, parce que les Français, dans leur écrasante majorité, considèrent que le tabac est évidemment nuisible, et même ceux qui fument et qui voudraient arrêter ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les soutienne. J'ai quelques questions précises à vous poser. Le prix donc n'augmentera pas avant la fin de l'année. Est-ce qu'il augmentera le prix de la cigarette en 2015? Il augmentera sans doute selon les procédures habituelles, probablement en janvier, mais cela n'est pas décidé aujourd'hui. Ça augmentera en janvier, donc dans le budget il y aura... Ça augmentera en janvier, le prix du tabac. Probablement, mais vous savez, il y a des augmentations régulières. Donc ça va augmenter en janvier de combien, vous savez? C'est pour ça que je vous dis que la décision n'est absolument pas prise à ce stade. Mais ça augmentera. Mais ça ne fait pas partie des mesures du plan. Deuxième question, par décret? Application de ces décisions par décret? Ça dépend des mesures. Il y a des mesures qui ont besoin d'une loi. Lesquelles? Par exemple, le paquet neutre doit être décidé par loi. Dans la loi de santé que je vais présenter dans quelques semaines, cette mesure sera introduite. Quand et par ailleurs, loi santé? La loi sera présentée en Conseil des ministres au mois d'octobre. Elle arrivera au Parlement début 2015, donc elle sera votée au cours du premier semestre 2015. Et par ailleurs, nous allons engager les procédures européennes, puisque pour mettre en place un paquet neutre, nous devons informer l'Europe de notre volonté de le faire. Par décret, vous pouvez, par exemple, interdire la cigarette électronique dans certains lieux publics? Non, ça il faut la loi aussi. En revanche, la publicité, c'est une décision qui relève du décret. Je l'ai signé hier pour encadrer la publicité pour les cigarettes électroniques. Donc école, transport collectif, espace clos collectif de travail pour la cigarette électronique, là où on travaille. Là où il y a des transports, là où il y a des enfants, faire en sorte qu'on ait un encadrement de l'utilisation de la cigarette électronique. Ça c'est aussi une demande d'ailleurs, y compris majoritaire, y compris de ceux qui utilisent la cigarette électronique. Parce que même si la cigarette électronique est évidemment beaucoup moins nocive que le tabac. Moi, je veux rappeler ce qu'est ma position. La cigarette électronique, quand on fume, c'est bien. Il vaut mieux vapoter, comme on dit, que fumer. Il n'y a absolument aucun doute sur le sujet. Vous avez déjà fumé dans votre vie, Marisol Touraine? J'ai fumé quelques cigarettes lorsque j'avais entre 20 et 30 ans. Oui, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout en train de dire c'est facile et moi je n'ai jamais fumé, chevalier blanc, interdiction, etc. Mais je crois qu'il faut si possible arrêter de fumer. Est-ce que vous êtes favorable, là je suis en marge de cela, est-ce que vous êtes favorable à l'usage, à la libéralisation, légalisation du cannabis pour des raisons médicales? Non, je n'y suis pas favorable. Je ne suis pas favorable à la légalisation, à la dépénalisation du cannabis. Pour des raisons médicales. Et je ne suis pas favorable à l'utilisation du cannabis sous la forme qu'on lui connaît, si j'ose dire, même pour des raisons médicales. En revanche, j'ai autorisé la mise en place de médicaments qui sont fabriqués à partir de cannabis, mais ça n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de fumer. Aux États-Unis, très concrètement, pour dire les choses de façon très simple, il ne s'agit pas d'autoriser le fait de fumer parce qu'on est malade, mais en revanche, on peut avoir un composant qui est du cannabis pour enlever la douleur, et c'est cela qui a été autorisé. Bien, j'ai 2-3 questions différentes. 35 heures à l'hôpital, vous avez vu le président de la Fédération hospitalière qui dit qu'il faut revenir, assouplir les 35 heures à l'hôpital. Vous êtes d'accord ou pas? Non, ça n'est pas aujourd'hui un sujet, ça n'est pas un débat, je n'ai pas l'intention d'ouvrir cette question. Il n'en est pas question. Les pharmaciens sont inquiets, vous le savez. Oui, les pharmaciens. Est-ce que la profession sera déréglementée?
Je ne suis pas favorable, et je l'ai dit, et je le leur ai dit, mais je l'ai dit publiquement déjà, je ne suis pas favorable à la vente de médicaments dans les grandes surfaces. Que l'on regarde s'il y a des produits qui ont besoin encore aujourd'hui d'être appelés médicaments, je crois que c'est utile. Je vous donne un exemple. Le fluocaril, pour donner un dentifrice, c'est aujourd'hui ça le statut de médicament. Est-ce que franchement, il est nécessaire que le fluocaril soit vendu uniquement en pharmacie et pas en grande surface? Je pense que non. Je pourrais vous donner les pastilles Valda. Je pourrais vous donner comme ça quelques produits. Donc que l'on aille vers une, comment dire, un nettoyage de la liste des médicaments. Oui, mais pas de Doliprane, par exemple, pas de paracétamol en général. J'ai engagé la discussion. Enfin, la discussion est engagée avec le ministre de l'économie. Mais oui, parce que je sais qu'à Bercy, on pousse pour ça. Ma position à moi, elle est de dire que il ne faut pas banaliser les médicaments. Et le Premier ministre a tranché. Ont besoin d'un conseil. Pour le moment, la discussion n'est pas terminée. Donc le Premier ministre n'a pas tranché. Non, la discussion n'est pas terminée. Donc vous vous battez contre. Oui, moi je ne suis pas favorable à cela. Vous savez que contre Bercy, c'est dur, hein, Marie-Sophie. Oui, je sais, mais c'est dur. Hein. Mais moi aussi, je suis dur en affaires. Ah bon, d'accord. Bon, ben nous verrons qui gagne dans cette affaire. Dites-moi, et les médecins qui ne sont pas contents contre le système de tiers payant qu'on veut leur imposer, notamment les généralistes, vous allez l'imposer, oui. Je suis profondément convaincu que la généralisation du tiers payant représentera une avancée absolument ils vont manifester. Majeure. Oui, les Français sont massivement favorables à cette disposition parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne vont pas voir un médecin parce qu'ils ne peuvent pas avancer l'argent, même lorsqu'ils sont complètement remboursés, qui ne peuvent pas avancer l'argent et qui vont à l'hôpital. Donc on ne peut pas me dire d'un côté, il faut aller moins à l'hôpital, il faut voir le médecin en ville parce que ça coûte moins cher pour notre système de sécurité sociale, ce qui est vrai, et d'un autre côté, faire comme si l'obstacle financier n'existait pas et qu'il ne fallait pas faciliter la consultation chez le médecin. Moi, je crois qu'il y a un moment d'inquiétude. Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que ça va être complexe? Est-ce que je vais être bien remboursé? Les médecins disent la consultation est à 23 € avec les frais de gestion. Nous perdons 2,50 € par acte. Non, ça, ce ne sera pas le cas. Mais comment ça ne sera pas le cas? Nous allons monter comment allez-vous faire? Vous allez les aider financièrement, les médecins généralistes? Nous travaillons aujourd'hui, il y a deux étapes. La première étape, c'est 2015. Nous mettons en place le tiers payant pour les personnes modestes qui ont soit la CMU, soit une aide à la complémentaire santé, c'est-à-dire des personnes qui ont un revenu inférieur à 1 000 €, en gros. Ce dispositif, il se met en place, nous l'avons fait avec les médecins. Deuxième étape, ça va être la généralisation pour tout le monde. Il y a 35% aujourd'hui des patients, à peu près, qui sont déjà reçus en tiers payant. Les médecins le font. Il s'agit simplement de le généraliser, de le simplifier, parce que le système aujourd'hui est plutôt moins simple que ce qu'il pourrait être. Et donc, il y a aujourd'hui des consultations avec les médecins pour réfléchir au système technique. Donc, la généralisation, elle se fera d'ici 2017, je l'ai indiqué. Donc, nous travaillons et l'année 2015 N'allez-vous pas dévaloriser le métier de médecin, la profession de médecin? C'est ce que craignent les médecins généralistes aussi. Je les ai entendus. Est-ce que vous considérez qu'un médecin qui vous reçoit à l'hôpital et où vous payez en tiers payant n'est pas un vrai médecin? Qui peut dire ça, franchement? Mais c'est les médecins qui disent ça. Je ne crois pas que les Français accordent moins d'importance à leurs médecins parce qu'ils ne le paieraient pas directement. Cet argument-là, je ne l'entends pas. Quand vous allez à l'hôpital, vous n'avancez pas l'argent. Dans beaucoup de cliniques, vous n'avancez pas l'argent. Donc franchement, je ne vois pas où est la difficulté. Je voudrais simplement terminer avec Gilles, qui est aide-soignant et qui nous dit, je vois mon métier et ce métier se dégrader au fil du temps. La médecine à deux vitesses s'installer dans l'hôpital. Tout le monde en a assez. Par exemple, j'ai un quota de 13 minutes pour faire une toilette et 7 minutes pour donner un repas. 15 toilettes grabataires par soignant. Je dis stop, ils en ont assez. Le personnel hospitalier est épuisé. Il y a des situations très différentes selon les hôpitaux, selon les services au sein d'un même hôpital. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a des tensions et sans doute des besoins de
personnel et il s'agit de faire en sorte que on répartisse mieux le personnel et y compris qu'on crée des postes là où c'est nécessaire. Mais je ne crois pas que plus d'administration que de personnel soignant dans les hôpitaux parfois. Mais c'est cela à quoi je veille et ce que je veux rétablir, c'est faire en sorte que les priorités aillent au personnel soignant parce que c'est de personnel soignant dont nous avons besoin et pas de personnel d'encadrement de manière trop importante. Merci Marisol Touraine, il est 8h56, vous êtes sur RMC.